Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international consacré ce soir aux législatives anticipées en France. Cet autre scrutin qui intervient à un moment très critique de la vie publique et politique française à la suite de la déroute électorale des dernières européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale française au moment même où l'extrême droite justement devenait le premier bord politique en France face à un gouvernement inaudible, une droite qui se renie et une gauche trop émiettée. À court de solutions, Emmanuel Macron donc dissout le Parlement en pleine dynamique électorale favorable à l'extrême droite, renforcée par une montée dans toute l'Europe et ouvre les portes de Matignon donc au Rassemblement national tout en jouant une carte sur la mobilisation anti-extrême droite chez la gauche et un front populaire revendiqué par tout le monde. Sur le plan international, le génocide à Gaza et le raz-de-marée de soutien populaire à la Palestine a chamboulé la scène politique française en devenant un autre moyen de pression sur l'exécutif. Bref, un scénario explosif auquel la France n'avait plus assisté depuis 2002, année à laquelle un certain Jean-Marie Le Pen et le Front National s'étaient invités au second tour de l'élection présidentielle, ouvrant une première brèche à un parti qui a fait depuis ses choux gras sur la propagande autour de thèses et de discours de stigmatisation des immigrés et des musulmans sous couvert de préférences nationales entre autres. Nous en parlerons ce soir avec nos invités juste après ça. Alors pour revenir et pour anticiper les élections législatives en France prévues donc demain, dimanche 30 juin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bedis Renissa, expert en relations internationales et président de Club Émergence Paris, qui est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Bedis Renissa, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Sur ce plateau m'accompagnera donc Sofiane Baroudi, journaliste Al24 News. Bonsoir Sofiane, merci d'être avec nous également. Bonsoir Khaled. Justement, Mohamed Ben Khrouf, président de l'Alliance internationale des compétences algériennes à l'étranger, devrait nous rejoindre dans quelques instants. Mais silence électoral de mise en France, la campagne a pris fin justement hier. Et pour vous mettre au diapason des dernières heures précédant l'ouverture des bureaux de vote, nous établissons la liaison avec notre envoyé spécial à Paris, Karim Bouaziz. Bonsoir Karim, est-ce que vous m'entendez ? J'entends très bien. Karim Bouaziz, quelle est l'ambiance et dans quel climat politique se dérouleront demain ces législatives ? L'ambiance est, comme qui dirait, un peu morose. Bon, c'est vrai que Paris, c'est pas la France, mais ici, les Français font grise mine. Ils sentent, comme l'avait titré un journal à grand tirage ce matin, ils sentent ce que on avait décrit comme étant le choc qui arrive. Qualificatif qui devrait être le synonyme de la journée de demain, puisque d'après les instituts de sondage, 30% d'intention de vote serait alloué au Rassemblement national, confortant déjà une victoire enregistrée lors du rendez-vous en Europe, lors du rendez-vous des élections européennes. Donc c'est plus une menace, c'est pratiquement, on se prépare à avoir un gouvernement avec des ministres issus du Rassemblement national. Macron devra cohabiter avec des ministres issus du Rassemblement national et ça fait un peu tâche puisque, vous le savez sans doute Khaled, on organise les Jeux Olympiques, c'est dans moins d'un mois et on est en train de déjà railler Macron. Vous m'entendez ? Oui, Karim, on vous entend parfaitement. Je disais que ça va faire un peu tâche puisque Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et un Macron à côté d'un Jordan Bardella où le monde entier aura les yeux rivés sur Paris. Paris qui célébrera les Jeux Olympiques, les valeurs de la fraternité, de la cohabitation, de l'égalité.
avec un gouvernement dont Macron sera le président d'un cercle où sont issus d'une organisation un peu extrémiste, ça fait un peu tâche. Très bien, Karim. N'anticipons rien, les jeux ne sont pas encore faits. Il y a élection malgré tout demain. Restez avec nous, Karim. Nous allons revenir vers vous tout au long de cette émission. Bedi Srenissa, je le disais en préambule, une élection à laquelle l'on ne s'attendait pas, bien entendu, qui intervient dans un contexte particulier. Quels en seront les principaux enjeux au-delà justement du barrage à l'extrême droite ou de la nécessité de faire barrage à l'extrême droite? Il me semble qu'aujourd'hui, le destin des Français n'a jamais été aussi incertain. Donc, c'est qu'aujourd'hui, comme ça a été évoqué, l'ambiance est morose, et plus que morose aujourd'hui, elle baigne dans une espèce d'épitation, une espèce de frustration de la part des Français, même si, j'ai envie de vous dire, c'est un scénario qui était plus ou moins prévisible. Je m'explique. Alors, jamais, au grand jamais, l'extrême droite n'a connu autant de rayonnement et d'émergence que dans les 2 derniers mandats, notamment le premier de 2017 de Macron et le deuxième qui a commencé en 2022. Juste à titre de comparaison, nous avions à l'époque de Sarkozy 0 député à l'Assemblée, 6 de l'époque de Hollande et puis 89 lors du précédent Parlement de Macron. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train d'évoquer peut-être une majorité relative, voire même une majorité absolue. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement c'est un scénario plus ou moins prémédité par ce racisme dévergondé, naturel, assumé, responsable notamment, martelé par tous les médias, notamment, je vous laisse deviner qui en sont les propriétaires. Donc aujourd'hui les Français, cette division a été plus ou moins, je dirais, calculée pour la bonne et simple cause qu'il faut revenir sur les 2 mandats, les 2 élections présidentielles françaises de 2017 et de 2022 qui se sont, je dirais, articulés autour de ce 2e tour tant attendu face au Rassemblement national, face à l'extrême droite pour faire justement activer ce qu'on appelle le Front républicain. Sauf que aujourd'hui, il faut à en croire en tout cas la tendance et surtout la séquence politique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le sursaut citoyen n'est pas véritablement au rendez-vous puisque nous sommes en train de parler effectivement d'un pied du RN déjà au pouvoir et puis d'ailleurs de l'aveu même de Bardella qui se voit déjà Premier ministre et qui parle même au nom d'un semblant président. Donc c'est pour vous dire effectivement les enjeux sont grands puisqu'il est question de comment cohabiter si nous faisons face à une cohabitation un bis repetita du scénario de 1997, mais j'irai encore plus loin puisque l'histoire se répète en France en 1936 où il y avait vraiment, pour reprendre les mêmes termes, le Rassemblement national face au Front populaire. À l'époque, bien évidemment, le Front populaire l'a emporté aux législatives. Donc aujourd'hui, les enjeux sont grands, puisque nous ne parlons plus de voter ou d'élire des députés, mais plutôt de choisir le futur gouvernement. Et c'est là où je dirais le bas blesse. C'est quand vous savez que ce gouvernement sera un peu l'antichambre, je dirais les préliminaires qui vont préparer certainement un boulevard pour les présidentielles de 2027 qui sont pour bientôt. Donc je vous laisse imaginer qui siégera peut-être demain à l'Élysée. Donc il faut rappeler aussi que Macron, à travers... Bedi Srenissa, l'histoire nous a souvent inculqué que l'exercice du pouvoir, notamment à Matignon, n'est pas si facile et cela pourrait être un piège tendu par Emmanuel Macron au Rassemblement national, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, écoutez, effectivement, les rumeurs et certains analystes ont convergé sur cette hypothèse. Et pour moi, vous savez, je pense que Macron, tout bonnement, a perdu ses paris. Il avait parié sur 2 notions notamment. La première, c'est que en entamant cette dissolution de l'Assemblée, qui est un pari risqué, faut-il le rappeler, il voulait, par cette je dirais, action que beaucoup de son propre camp trouvent irresponsable, peut-être regagner la confiance du peuple en les confrontant à l'extrême droite. Sauf qu'il a parié sur 2 axes pour qu'il puisse réussir ce scénario, à savoir l'unification de la droite. Or, elle s'est divisée, puisque vous connaissez le scénario Ciotti et les putschistes. Et il a parié aussi sur un autre axe principal qui est celui de la division de la gauche. Or, la gauche aujourd'hui s'est unifiée, en tout cas d'apparence, derrière le Front populaire. Les divergences seront marquées certainement au 2e tour, ou peut-être demain, si ils auraient la majorité absolue au Parlement, notamment sur le casting du futur gouvernement. Sauf que
force est de constater qu'effectivement, ce sont des paris qui ont été perdus aujourd'hui. Très bien. Et d'ailleurs, il évoque de son propre aveu à une guerre civile qui se dessine notamment au lendemain du deuxième tour. Et si Bardella accède à Matignon. Mais encore une fois, je conclus là-dessus. Très bien, Vadès. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. C'est que, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour les Français, puisque les observateurs, en tout cas, de la scène politique française et de sa crise latente depuis quelques années, ont reconnu qu'effectivement, depuis ces 2 derniers mandats de Macron, le chemin a été balisé, non pas pour Matignon et notamment le Premier ministre, mais il a été balisé pour l'Élysée, notamment le futur président, qui sera certainement issu, si rien n'est fait, de l'extrême droite. Très bien. Karim Bouaziz, peut-être une question avant de vous laisser. Vous avez probablement discuté avec les citoyens français aujourd'hui dans la rue. Quelles sont les impressions qui remontent à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, pardon. Vous avez parlé d'une certaine morosité de la rue. Quel est le sentiment profond des citoyens français aujourd'hui vis-à-vis de cet état de fait? On peut qualifier la situation d'état de fait établi en ce qui concerne le panorama politique en France. Vous avez dit tout à l'heure, Khaireddine, effectivement, que les élections n'étaient pas encore faites, et vous avez raison. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Rassemblement national a gagné sur un point. Il a gagné sur le terrain des idées. Même si demain, il n'arrive pas à avoir les fameux 289 sièges, plus tard, dans 10 ans, 5 ans, 7 ans, il réussit à imposer ses idées. C'est lui qui fait le jeu. Tout le monde est obligé de se placer par rapport aux thématiques qu'impose le Front National sur l'immigration, même l'état d'esprit des Français aujourd'hui dans la rue, Karim, sur la binationalité. Oui, ben c'est ça, j'allais en venir justement quand j'ai parlé avec des militants entre guillemets de gauche, ils ont dit qu'effectivement ils allaient voter contre le Front National, contre le Rassemblement National plutôt, mais qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient perdu puisqu'il y avait quand même une ambiance un peu morose, comme vous le disiez, c'est presque, ils partaient perdants. Très bien, très bien. Merci Karim Bouaziz. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Nous allons vous retrouver tout au long de la journée de demain, justement pour revenir sur ces élections législatives qui s'annoncent explosives encore une fois. Monsieur Bencharouf vient de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance internationale des compétences algériennes à l'étranger. Merci de nous avoir rejoints, monsieur Bencharouf. Merci à vous pour l'invitation. Alors d'emblée, les candidats n'ont eu que 20 jours pour convaincre dans le cadre du premier tour de ces élections législatives anticipées. Quels ont été les principaux mots d'ordre de cette campagne très courte? Vous savez, pour répondre à cette question, quels sont les principaux mots d'ordre pour accélérer le phénomène des élections et retrouver une assemblée générale équilibrée par rapport à celle qui existait, qui a favorisé l'extrême droite pendant les dernières élections européennes, la France va mal. La France traverse une crise politique profonde. Et pour cela, donc, la décision du président Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix que de dissoudre cette Assemblée nationale. Alors qu'il pouvait patienter, qu'il pouvait attendre le déroulement, et ce n'est qu'une Assemblée européenne, donc qui n'a pas beaucoup d'impact sur le national français. Mais lui, il s'est précipité pour dissoudre cette Assemblée nationale parce qu'elle ne répondait pas déjà avant à son souhait, à son désir de faire mettre ou de mettre en exercice le programme pour lequel il a été élu. Notamment donc, à travers certaines réformes clés de son programme. Donc en se projetant vers ce projet-là de la dissolution, pour rétablir l'ordre politique interne avant, c'était un débat entre la gauche et la droite. Comme disait François Mitterrand, mais l'électorat est toujours de droite. Donc il faut sensibiliser les citoyens, il faut sensibiliser la société pour faire un équilibre. La France, elle a traversé pendant les 3 décennies, elle a changé plusieurs fois de visage. Un coup, c'est la gauche qui est au pouvoir. Un autre coup, c'est la droite qui est au pouvoir. Le peuple français ne s'est pas retrouvé ni dans la gauche qui a gouverné, ni dans la droite qui a gouverné aussi. Pourquoi ? Parce que les problèmes, les vraies problématiques... C'est l'une des thèses, justement, de l'extrême droite. Rappelons l'un des slogans de campagne du Front National avant de passer au Rassemblement National, l'UMPS.
Tout à fait. Le Front National, donc, qui a changé uniquement d'étiquette, il a changé parfois aussi le discours idéologique le Rassemblement national par rapport au Front National. C'est la raison pour laquelle il a réussi à convaincre une majorité de Français qui appartenaient à la gauche comme qui appartenaient à la droite. Aujourd'hui, on observe... la gauche et la droite, c'est la même politique, c'est bien cela? Je pense que c'est la même politique. Il y a même des témoignages de la gauche, le secrétaire général du Parti socialiste qui disait la société française est une société raciste par nature. Donc c'est à nous d'adapter nos méthodes politiques et notre stratégie à montrer que c'est le contraire qui doit se faire. Donc le défi d'Emmanuel Macron reste à surveiller de très près. Quant à la société française, donc moi je vais là-bas depuis 35 ans et je suis venu il y a 12 jours de ça, il y a une mobilisation générale. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte générale. Si les choses débordent aujourd'hui en faveur du Rassemblement national, c'est la France qui va sombrer dans le chaos total. Et ce chaos total, non seulement il ne va pas répondre aux vraies attentes des Françaises et des Français, répondre favorablement en matière du chômage, de lutte contre le chômage, en matière de lutte contre les discriminations, soit au travail, au logement, à la santé, l'accès à la santé, le dégringolade des services, le service à la personne, service public, tous ces mots-là, donc il doit y avoir des solutions. Aujourd'hui, on a essayé d'orienter le débat vers un conflit entre idéologies, on va y revenir justement, entre idéologies, le Front National, l'extrémisme d'une part, et les autres. C'est la raison pour laquelle on a vu aujourd'hui naître dans un laps de temps de 48 heures le Front populaire qui rassemblait la quasi-totalité de la gauche malgré les divergences qui existaient entre ces fictions politiques. Mais il y a des lignes, justement, il faut faire ce front-là pour faire barrage au Rassemblement national qui, s'il passe, ça va être le désastre pour la France. Un front populaire que la gauche n'avait pas réussi à mettre en place, rappelez-vous, lors des législatives de 2022. Sofiane Baroudi, les derniers sondages donnent le Rassemblement national, Karim l'a rappelé, à 35% d'intention de vote au premier tour, avec une progression de 17 points par rapport à 2022. C'est énorme. L'extrême droite n'a jamais touché d'aussi près le pouvoir en France. Alors on va dire que la tendance est une tendance qui dure depuis déjà une dizaine d'années, voire plus. Il y a, on va dire, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, une montée des courants d'extrême droite assez forte qui s'est consacrée lors des dernières élections européennes. D'ailleurs, paradoxalement, la plupart des courants d'extrême droite qui ont gagné l'élection européenne sont eurosceptiques. Mais cette tendance, on va dire, n'est pas, si vous voulez, à prendre d'une manière littérale. Oui, au premier degré. On connaît aussi, si vous voulez, une certaine connivence qu'ont eu les médias, notamment les médias mainstream, pour encourager l'émergence et aussi les courants d'extrême droite, notamment en France, particulièrement sur des thématiques qui sont récurrentes, qui sont celles de l'islamophobie et celles de la xénophobie. Une connivence que l'on pourrait d'ailleurs extrapoler aux instituts de sondage également. On peut aussi parler de connivence de certaines institutions. Beaucoup dénoncent par exemple le travail du ministère de l'Intérieur, notamment via Gérald Darmanin, notamment concernant la question de la dissolution des groupes identitaires. Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises contre des groupes de gauche, notamment contre le collectif Palestine Vaincra, qui a débouté une tentative de dissolution du ministère de l'Intérieur au Conseil d'État. C'est pareil pour un autre collectif qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui est un groupe écologiste, qui a réussi à débouter aussi une tentative du ministère de l'Intérieur de le dissoudre, mais ça n'a pas été le cas pour des groupes radicaux d'extrême droite qui sont connus pour leur extrême violence, pour leur apologie, par exemple, du fascisme ou du nazisme, qui sont pourtant des délits interdits en France. Il y a aussi, on peut citer le fait que les médias ne rapportent pas beaucoup, si vous voulez, d'agressions à caractère raciste et xénophobe, qui se sont d'ailleurs multipliées avec cette victoire aux élections européennes. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce qui est présenté, c'est que la gauche n'est pas vraiment sur une ligne d'entente. Or, ce qu'a montré le nouveau Front populaire, c'est qu'il y a vraiment un programme commun qui ne concerne pas juste les partis qui sont le Parti socialiste, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français, mais aussi le MPA, le nouveau parti anticapitaliste, la lutte ouvrière.
Et ça concerne aussi des groupes de la société civile que j'ai cités, Palestine vaincra, les soulèvements de la terre, mais surtout les syndicats et aussi les groupes de lutte de ce qu'on appelle dans le camp de l'antiracisme politique qui pour la première fois appellent au vote parce qu'il y a 7 à 8 millions d'abstentions. Les abstentions concernent surtout ce qui est appelé actuellement en France par un nouveau courant les minorités racisées qui peuvent faire balancer ou faire changer la balance. Ce qu'il y a aussi, pour relativiser un petit peu, c'est que les deux pays voisins de la France ont connu tous les deux des émergences des courants d'extrême droite. On a l'exemple italien avec Giorgia Meloni qui, une fois installée au gouvernement comme présidente du Conseil, a un peu, si vous voulez, mis de l'eau dans son vin ou alors changé quelques axes très importants de son programme. Et il y a surtout l'exemple espagnol, où on voyait, si vous voulez, une montée vertigineuse du courant espagnoliste via le parti d'extrême droite Vox, mais qui a subi une défaite cuisante historique lors des dernières élections. Et aussi lors des dernières élections générales qui ont vu la victoire d'une coalition de gauche, notamment avec Sumar de Yolanda Díaz. Et donc, à mon avis, le scrutin de demain n'est pas encore joué. Et surtout, c'est un scrutin qui se joue à 2 tours. Et il y a aussi la possibilité qu'il y ait, si vous voulez, une percée. Il va y avoir forcément, si vous voulez, une percée de l'extrême droite, mais les réactions ne vont pas, à mon avis, se limiter au terrain électoral. Il faut attendre aussi une réaction de la rue. Je rappelle qu'il y a à peine 10 jours, il y a eu une grande manifestation qui a réuni plus de 200 000 personnes à Paris à l'appel du nouveau Front populaire. Et donc, il faudra vraiment, entre les 2 tours, suivre de très près ce qui va se passer. Très bien, Sofiane Baroudi. Une autre manifestation anti-extrême droite a eu lieu avant-hier à Paris. Badi Sredissa, justement, Sofiane Baroudi a mis sur la table la carte de la participation. Alors pour ce premier tour, elle devrait s'établir entre 64 et 68%. Il faut remonter aux législatives de 97, également issues d'une dissolution provoquée par, à l'époque, le président Jacques Chirac, pour observer un taux de participation pareil. Quelle lecture politique peut-on faire de ce fort taux de participation? Rappelons que l'abstention a été pendant longtemps en France le premier parti de France. Écoutez, je prends ces chiffres avec prudence, puisqu'encore une fois, on revient un peu à cette partie de responsabilité notamment qui est assumée par notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure à juste titre, les instituts de sondage. Pour la petite anecdote, le dernier sondage entre ELAB et entre IFOP et entre Ipsos, on avait trois sondages en tout cas qui convergent sur le premier tour, mais pas sur le deuxième tour, surtout entre celui de Ipsos et celui d'ELAB, notamment qui donnait d'un côté le Front populaire avec la majorité absolue et de l'autre le Front national, le Rassemblement national. Je me permets à chaque fois de répéter le Front national, puisqu'encore une fois, c'est de ça dont on parle. Il a des fondations enracinées qui tirent leur ADN et notamment leur idéologie du père spirituel qui est Jean-Marie Le Pen, puisque Bardella n'est qu'un supplétif et est un assistant de Marine Le Pen aujourd'hui, faut-il le rappeler. Maintenant, au niveau de cette lecture, effectivement, il faut la prendre avec des pincettes, puisque seul le résultat compte finalement. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut, je rebondis pour ce qui a été dit juste avant, il faut être pragmatique aujourd'hui. La rue française est en délitement, notamment ne serait-ce que au niveau du corps électoral, puisqu'il y a entre les indécis qui se sentent pas parfois concernés, entre les abstentionnistes qui ont démissionné politiquement justement des urnes, et entre ce corps électoral, on va dire, aguerri, qui effectivement aujourd'hui essaye de promouvoir de part et d'autre, faut-il le rappeler, puisque le Rassemblement national n'est pas exclu aujourd'hui, et d'ailleurs il travaille beaucoup notamment sur le marketing du projet du Rassemblement national, ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a cette montée en puissance, notamment en intention de vote, mais pas que, puisqu'il y a des ralliements aujourd'hui. Et je reviens sur le chapitre Ciotti, où les Républicains, effectivement, en nombre, ont suivi effectivement la ligne politique du Rassemblement national, qu'on considère aujourd'hui, et de l'aveu même d'ailleurs d'un certain Nicolas Sarkozy il y a quelques mois, qu'il le considère comme un parti républicain à part entière. Donc, vous voyez, je veux dire, on navigue. On a eu des tentatives avant Ciotti, peut-être qui n'ont pas abouti. On se rappelle de la ligne Laurent Wauquiez, par exemple, ou même d'autres cadres des LR qui avaient tenté un rapprochement avec le Rassemblement national, sans toutefois franchir une certaine ligne rouge qui a été franchie par Ciotti. Sauf qu'aujourd'hui, je dirais que Ciotti, à travers lui, le Parti des Républicains a franchi le Rubicon, puisque
ce n'est que la première vague. Il faut revenir un peu au résultat et attendre le résultat du premier tour pour comprendre aussi quelle dynamique et quelle équation politique sera mise en exergue. Des triangulaires, certes, il y en aura. Est-ce qu'elles seront suffisantes? Oui. Des désistements, notamment sur certaines circonscriptions. Est-ce qu'il y aura des intentions de vote, notamment quand on voit qu'un certain Bellamy, vice-président des Républicains, qui avait appelé à ne pas voter Front populaire par rapport aux Insoumis, notamment au deuxième tour, s'ils sont amenés à être en face du Rassemblement national. Donc, je prends véritablement cela avec des pincettes et avec prudence, encore une fois, puisque pour moi, seul le résultat compte. Et aujourd'hui, effectivement, le premier tour est plus ou moins donne une avance favorable au Rassemblement national avec plus de 36 points. Cependant, encore une fois, le deuxième tour, bon au Front populaire et aussi, surtout, je dirais le levier peut-être qui jouera en la faveur des uns et des autres, qui sera notamment le centre et la droite incarnés par les républicains originels notamment. Est-ce qu'ils choisiront effectivement par opportunisme et braconnage électoral, puisqu'on parle il est question de postes clés notamment et parfois même souverains, notamment au prochain gouvernement. Est-ce qu'ils opteront pour le Front républicain notamment et le sursaut citoyen iront justement aux côtés de renaissance du parti présidentiel? J'en doute fort, puisqu'il y a une divergence abyssale et même idéologique avec Macron. Il y a beaucoup d'incertitudes, j'ai envie de vous dire, beaucoup d'instabilité, beaucoup de volatilité notamment, mais on le saura au lendemain du premier. Très bien, Badi. Sofiane Baroudi voudrait justement intervenir sur ce que vous venez de dire. Exactement, j'aimerais rebondir sur ce qu'a avancé M. Badi Srnissa, notamment sur la division à droite, parce qu'on a remarqué que les médias mainstream mettent beaucoup l'accent sur la division à gauche. Or, les courants de droite et d'extrême droite sont profondément divisés. Je rappellerai par exemple que Marion Maréchal Le Pen a quitté le parti d'Éric Zemmour juste à l'annonce. Quelques jours après l'annonce de la dissolution du Parlement et des élections anticipées. Il y a aussi l'affront de beaucoup de cadres des Républicains qui sont notamment des sénateurs qui accusent Éric Ciotti de porter des candidatures qui sont opportunistes. Et à leur tête, Xavier Bertrand. Exactement, ce qui signe un peu la fin de ce qu'on appelait la droite républicaine ou de la droite gaulliste, qui a été confirmée notamment par l'opposition ouverte de poids lourds, tel Dominique de Villepin, qui a appelé à voter Front populaire. Or, Dominique de Villepin est une grande pointure, si vous voulez, de la droite républicaine type gaulliste. À l'extrême droite, il y a des divisions qui sont très très profondes. Le dernier cadre des LR à avoir réussi justement un rassemblement large, c'est François Fillon, ça date de longtemps. Je pense que beaucoup d'observateurs sont d'accord pour le dire. C'est la fin de ce qui a été appelé à la droite républicaine et gaulliste, ça c'est sûr. Après, le paysage à l'extrême droite n'est pas rose, parce qu'il faut le savoir, historiquement en France, il y a beaucoup de courants d'extrême droite qui sont en divergence très profonde. Actuellement, les divergences s'entendent notamment sur des dossiers géopolitiques. Par exemple, je citerai la guerre en Ukraine, où il y a une division très très profonde entre une base de l'extrême droite qui est pro-russe et, si vous voulez, les dirigeants de l'extrême droite Rassemblement national qui sont obligés d'afficher leur unité, si vous voulez, avec le reste du paysage politique, c'est-à-dire en étant pro-ukrainien. Sofiane Baroudi, c'est juste le moment de marquer une petite pause et on revient au débat. Restez avec nous. L'échiquier international revient dans un tout petit instant. De retour sur le plateau de l'échiquier international. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en train de discuter depuis une demi-heure des prochaines législatives en France qui auront lieu demain, dimanche 30 juin. Sofiane Baroudi, vous aviez la parole. Alors, j'évoquais notamment au contraire de ce que présentent, si vous voulez, les médias mainstream en France d'une unité de l'extrême droite, un peu les divisions déjà historiques et les divisions politiques actuelles. Je parlais de la première source de division, si vous voulez, qui est la position sur le conflit ukrainien actuellement. Il y en a une autre qui est très importante et pas des moindres, c'est la situation en Palestine occupée, notamment avec le génocide qui est perpétré par l'entité sioniste. Le RN a réussi à avoir, si vous voulez, plus d'aplomb en affichant une position qui est directement un soutien au gouvernement génocidaire de Benjamin Netanyahu, qui est un exemple pour l'extrême droite internationale. Et le RN s'est un peu transformé en un parti néoconservateur à l'américaine, un peu inspiré à la Trump. Mais il faut rappeler que les courants d'extrême droite traditionnels en France, qui sont encore très très vigoureux, sont antisémites, disons-le. Profondément judéophobes, antisémites. Historiquement, ils ont toute une histoire qui est liée à cet aspect-là. Et je pense que ça crée aussi une divergence et si vous voulez, une éventualité de division à la droite de la droite. Déjà, on a parlé de l'implosion, si vous voulez, de la droite républicaine.
à l'extrême droite, avec certains courants, si vous voulez, ça va être difficile de rassembler tout le monde. Après, il y a un autre aspect qui est important et il faut le rappeler, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la mobilisation à la base, celle des syndicats et celle des quartiers populaires pour faire barrage, pour résister. Et il y a des appels à la résistance qui sont de plus en plus nombreux. Et je rappellerai ici qu'il y a notamment une tribune très importante qui a été signée par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafiz, qui utilise le terme d'appel à la résistance, ce qui est très important. Monsieur Benchelouf, alors en ayant prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale française, vous l'avez dit, le 9 juillet dernier, Emmanuel Macron a réussi quand même l'un de ses paris, celui de faire, plutôt a réussi à faire de l'échec de l'exécutif et du gouvernement français sur le plan politique et économique exprimé par les Français dans les urnes aux dernières européennes, une confrontation idéologique à la fois entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Est-ce qu'une telle stratégie, est-ce qu'une telle posture, est-ce que la séquence Macron du choc des extrêmes peut-elle fonctionner? Vous savez, les transformations qu'a connues la France depuis trois décennies maintenant ont été vraiment bouleversantes et ont chamboulé la scène politique, non seulement la scène politique française, mais européenne aussi. Parce qu'il y a un échec au niveau de l'Europe, des politiques des pays européens qui ont constitué l'Europe, sur beaucoup de sujets, sur l'intervention du Parlement européen pour trouver des solutions en matière de chômage, en matière de politique commune contre l'immigration, en matière de politique commune aussi sur certains dossiers très très importants en Europe. Et ça a un impact direct sur la transformation aussi démographique, sociale, culturelle en France. Je tiens à citer que l'effondrement de l'ancien Parti communiste français, qui faisait la une de la gauche française donc depuis les années 90, la régression du Parti socialiste français après l'élection de François Hollande comme président, qui a déçu beaucoup de Français parce qu'il n'a pas tenu ses engagements pour lesquels il a été élu. En revanche, à la surprise totale, donc il a appliqué un autre programme, plutôt un programme de droite plus qu'un programme de gauche. Et ces éléments-là, ces facteurs-là, ont pousser la société française ou l'électorat français de se chercher à l'intérieur de cette scène politique. Il ne fait pas la différence à la fois entre la gauche et la droite. Ce qu'il souhaite vraiment, ce peuple français, il souhaite qu'on réponde favorablement à ses attentes, à ses problématiques. En matière de travail, comme j'ai dit tout à l'heure, pour lutter contre le chômage, en matière de discrimination aussi, on appelle chaque fois, donc il y a des décrets qui appellent contre l'antisémitisme, mais on n'appelle pas, on parle plus de discrimination raciale qui existe. Tout à fait, l'islamophobie. Pourtant, il y a un observatoire, il y a des associations, mais il reste toujours ces actes impunis. Donc la société française a besoin vraiment de changer. C'est la raison pour laquelle l'une des raisons de la percée du Rassemblement national lors des dernières élections, c'est un vote sanction. Sanctions de droite et sanctions de gauche. Les Républicains ont été sanctionnés parce que aussi ils ont une part de responsabilité. Dans le passé, il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait les gouvernements successifs de droite qui ont aussi approfondi le trou et les problèmes en France. Oui, ce qui constitue un terrain fertile à l'extrême droite. Tout à fait. Tout à fait. C'est là où l'extrême droite, donc, qui a changé uniquement d'étiquette, elle a gardé le Front National avec le discours traditionnel xénophobe et tout ça que tenait Jean-Marie Le Pen et qui a été jugé et condamné plusieurs fois par rapport à certains propos qu'il tenait. Elle est venue, donc, Marine Le Pen, pour modérer un petit peu ce discours politique, mais elle s'inscrit toujours dans cette dogmatique de l'extrémisme, justement, en France, pas uniquement en France, mais en Europe. Et elle a raison tout à l'heure d'évoquer une division à l'intérieur de cette extrême droite et à l'intérieur de la droite, comme il y avait des divisions à l'intérieur de la gauche, l'extrême droite, surtout en particulier sur des problèmes qui concernent l'Europe et qui concernent la stratégie générale, la politique générale et surtout la politique extérieure. Et c'est là où je rejoins Sofiane Baroudi, M. Baroudi, quand il a dit tout à l'heure pour les liens et les relations entre le Rassemblement national et certains membres du Front national avec la Russie. Et il y a un discours très franc. Et le Front national, justement, il a essayé de draguer un petit peu les voix
des nations pour ne pas l'attaquer. Il était favorable, il était contre. C'est le seul qui était contre le bombardement justement de l'État d'Israël. Il l'a qualifié justement de cette façon-là pour essayer de récolter un petit peu des voix pour qu'il soit la première puissance en France. Mais je ne crois pas qu'il le sera. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens d'exercer aussi, de mettre en œuvre sa politique et son programme à l'intérieur dans le gouvernement, même si demain il est appelé à gouverner. Et j'éloigne beaucoup cette hypothèse. Pourquoi? Je prends comme modèle l'Allemagne qui est juste à côté, qui est un voisin, l'Autriche aussi qui était un voisin, qui ont déjà essayé l'extrême droite. Elle a pris le pouvoir en Autriche, elle a pris le pouvoir en Allemagne, elle a pris le pouvoir dans d'autres pays, mais ils n'ont pas pu régler les problèmes pour lesquels ont été élus, mais bien au contraire, ils ont enfoncé le trou et n'ont pas répondu favorablement aux attentes ni de leurs citoyens, ni de leur gouvernement. Très bien, Mohamed Benkhrouf. Badis Khenissa, alors parlons un peu maintenant de la configuration politique de ces élections. La dynamique des blocs s'est imposée. 3 blocs s'affrontent, le Centre d'ensemble pour la République, le Rassemblement national à l'extrême droite et le nouveau Front populaire, donc à gauche, coalition, et qui voit dans ces législatives une occasion peut-être de revenir au pouvoir par le biais du Parlement avant. Absolument. À ce propos d'ailleurs, et moi je reviens un peu sur la sémantique elle-même du Rassemblement national. Ça a été évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué ce pari perdant notamment de Macron sur la droite, notamment et son union qui s'est désunie finalement, mais j'aimerais quand même nuancer sur certains aspects, sur le soutien du Rassemblement national aujourd'hui à la Russie, qui depuis quelques jours, voire quelques semaines, a procédé à une espèce de volte-face et un rétropédalage. Je m'explique. À ce propos, sur cette question des binationaux, la nationalité qui était la plus, je dirais, incriminée, c'est la nationalité ou la binationalité franco-russe. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, peut-être effet de hasard, puisque le Rassemblement national a vraisemblablement honoré son prêt auprès de la Russie, notamment quand il était en période de difficultés financières il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, cela peut être aussi induire une espèce de retour de bâton, notamment contre justement cette branche. Vous faites référence à la campagne de Marine Le Pen 2017. Pour les élections européennes. Absolument. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui, le Rassemblement national, là où il a su peut-être réussir, c'est qu'il a eu cette politique d'ajustement au gré des évolutions et des dynamiques, qu'elles soient d'ailleurs nationales ou internationales. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la question ukrainienne, mais aussi sur la question palestinienne et du conflit en Israël. Donc, mais encore une fois, Bardella l'a démontré lors des débats, ils ont cette faculté, au-delà de revenir un peu à la genèse du Front National qui a procédé à une mutation profonde, à commencer par le nom du parti, je dirais la charte graphique, mais surtout aussi les visages qui l'incarnent, puisque Marine Le Pen a été en retrait, Bardella qui représente la jeunesse, qui représente aussi la fougue aussi de la jeunesse française aujourd'hui, est mis en avant. Bardella, Julien Audoul, Sébastien Chenu, de nouveaux cadres plus jeunes, voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Rassemblement national n'est pas un hasard, il a cette politique d'attraction et surtout il séduit la France profonde, il séduit même, tenez-vous bien, parfois un électorat qui est complètement aux antipodes. On entend aujourd'hui ici et là que des électeurs socialistes voteront pour notamment le Rassemblement national parce qu'ils voient en lui non plus ce spectre diabolique, puisqu'il a été dédiabolisé non seulement par une mutation mais aussi par d'autres acteurs notamment comme Macron, mais aussi le fait qu'ils voient en ce parti une espèce de alternative, voilà, une alternative politique, puisqu'on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé le centre, pourquoi pas l'extrême droite, puisqu'aujourd'hui il tient un discours finalement entre parenthèses qui enjolive la politique, qui enjolive aussi en tout cas le côté, l'excellence de la politique, même si on sait pertinemment, et je l'avais dit d'ailleurs sur votre plateau, Viktor Orban est un exemple très concret en Autriche, mais attention, comparaison n'est pas raison, puisqu'aujourd'hui le Rassemblement national est prêt à, je dirais, rétropédaler pour justement asseoir son pouvoir. Et à ce propos, Bardella n'a pas hésité à mettre en exergue la société civile comme principal, je dirais, réservoir, notamment pour le prochain gouvernement, surtout sur des aspects économiques, des ministères économiques. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le Rassemblement national n'est pas forcément Viktor Orban, n'est pas forcément aussi Meloni avec sa régularisation des 450 000 migrants au lendemain de son accession au pouvoir. Le Rassemblement national tient un discours républicain, mais n'oublions pas avec
en toile de fond une préférence nationale, à savoir française. Très bien, merci Badis Renissa. Alors, Sofiane Baroudi, Emmanuel Macron, parlons-en un peu, est actuellement crédité de 27% d'opinion favorable, selon les derniers sondages, toujours un niveau historiquement bas pour le président français qui illustre, encore une fois, l'incapacité de son camp à créer un nouvel élan autour de ses propositions. Quelles conséquences est-ce que cela aura sur la coalition présidentielle demain dans les urnes ? Alors, on a vu déjà beaucoup de sondages sur l'impopularité un peu chronique du président français Emmanuel Macron. Même certains sondages l'ont donné à, je crois, 4% d'opinion très favorable. Très favorable, ce qui est déjà très, très bas. Après, on va dire que ce qui est déjà su et connu, c'est que le président français a perdu la majorité relative très faible déjà qu'il avait au Parlement, qu'il avait acquis après les dernières élections, qui n'a pas pu lui permettre de gouverner comme il l'entendait. Après, on va dire qu'il y a eu aussi beaucoup de séquences, si vous voulez, d'insurrection, notamment à caractère social. Je citerai notamment la réforme des retraites qui avait occasionné vraiment une levée de bouclier historique très, très importante. Il y a eu aussi l'année dernière une séquence notamment due à ce qui est qualifié par certains courants de violence policière systémique, des émeutes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une marche blanche à la mémoire du jeune Naël qui a été, il faut le rappeler, tué par un policier l'année dernière, ce qui avait beaucoup ému les quartiers populaires. Et il y a aussi, si vous voulez, beaucoup d'opposition. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dû, si vous voulez, gérer 2 années de double opposition. Une opposition à sa gauche, via ce qui s'appelait la NUPES, qui est maintenant transformée en nouveau front populaire. Et à sa droite, via le Rassemblement national, un caractère, si vous voulez, qui était vraiment d'ingouvernabilité, qui, pour certains observateurs, pourrait se reproduire, mais d'une manière beaucoup plus prononcée, parce qu'on peut sortir de cette séquence d'élections anticipées avec un panorama politique en France d'ingouvernabilité totale et complète. Beaucoup évoquent certains scénarios que le président français pourrait suivre. Les plus maximalistes parlent éventuellement, si vous voulez, de l'activation d'un certain article de la Constitution de 58 qui a été utilisé par le général de Gaulle au lendemain du putsch des généraux d'Alger, qui est l'article sur les pleins pouvoirs ou les pouvoirs spéciaux. D'autres parlent éventuellement, d'autres observateurs, de la possibilité de gouverner par décret ou par référendum. Toutefois, ça sera un état d'exception, une sorte d'état d'exception, donc une crise politique. Peut-être qui s'impose à l'heure actuelle, dans le cas d'une victoire de l'extrême droite, ce serait encore une fois celui de la cohabitation. Je ne sais pas si ça serait possible de cohabiter. Déjà, il faudrait qu'il y ait une majorité absolue pour l'extrême droite et la coalition entre le RN et les Républicains. On pourrait encore avoir un gouvernement... Ce qui n'est pas assuré, parce que le président n'est pas obligé de nommer un Premier ministre de la majorité. C'est-à-dire qu'il peut nommer un gouvernement technocratique et décider de gouverner autrement. Ce qui ne s'est pas beaucoup fait, rappelons-le, dans l'histoire de la Ve République. Mais ce qui a déjà été fait par Emmanuel Macron. On a eu des gouvernements d'unité nationale, mais pas un gouvernement de technocrates. Ce qui a déjà été fait par Emmanuel Macron, c'est vrai. Un gouvernement technocratique, ce qui pourrait se reproduire, mais avec, si vous voulez, une autre modalité institutionnelle. Ce qui est sûr, c'est que la perspective de blocage politique et institutionnel est très potentielle. Très bien, merci Sofiane Baroudi. Alors, justement, parlons-en. Cette gauche représentée par le nouveau Front populaire a aujourd'hui une chance de l'emporter, peut-être, elle qui a fait campagne sur un programme politique de rupture. La rupture qui rappelle étrangement les éléments de langage d'un certain congrès d'Épinay en 1971, dans lequel François Mitterrand parlait de rupture avec l'ordre capitaliste. Celui qui ne conçoit pas la rupture avec l'ordre capitaliste ne peut pas appartenir au Parti socialiste, disait-il. Est-ce que cette rupture pourrait être justement ressuscitée en quelque sorte dans ces éléments de langage ? C'est le phénomène qui s'est passé justement. C'est la transformation politique qu'a connue, ce que j'ai dit tout à l'heure, pas uniquement la France, mais à l'échelle européenne. Pratiquement la quasi-totalité des pays européens se cherchaient justement dans ce nouvel ordre mondial qu'ils subissent. Ils sont en train de subir l'échec total des Européens et la France en particulier, les grandes puissances de l'Allemagne, pour équilibrer ce monde-là. Qui a connu justement et qui connaît aujourd'hui des positions de force entre le globe Est et le globe Ouest traditionnel. Aujourd'hui, la politique de Poutine, donc, qui est claire pour défendre ce territoire et aller même jusqu'à occuper certains pays européens parce qu'il voit que c'est la première ligne de défense justement de la Russie, ainsi d'autres paramètres. Je crois que aujourd'hui
que le président Emmanuel Macron, aux ces élections-là du premier tour, donc il y a un sursaut Front populaire qui a essayé de rassembler cette gauche traditionnelle depuis justement l'appel de François Mitterrand. Exactement. Mais c'est François Mitterrand lui-même qui avait dit à l'époque, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait dit que traditionnellement la société française est une société de droite. L'électorat français est un électorat de droite. Rappelons-le. Voilà, c'est la raison pour laquelle on avait vécu deux fois de cohabitation. Donc la gauche gagne, mais elle a pas, le président il est de gauche, mais elle n'a pas la majorité parlementaire. Donc ça a été fait à l'époque de Mitterrand et Jacques Chirac. Oui. Ça a été fait à l'époque de Jacques Chirac aussi avec Lionel Jospin. Oui. Et pourquoi pas maintenant, parce que Emmanuel Macron donc, a perdu sa majorité. Et aujourd'hui, le suspense dure toujours pendant ce premier tour. Mais après le premier tour, les choses seront claires. Il y aura un sursaut populaire ou un sursaut républicain. Donc on parle de deux. Peut-être un même sursaut identitaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura un ballottage au deuxième tour entre peut-être un représentant du Front National, du Rassemblement National d'extrême droite et quel qu'il soit l'adversaire. Donc la société se ressemble, le Front républicain et le Front populaire, pour justement reproduire ce qui a été fait pour Nicolas Sarkozy, par exemple. Oui, exactement. Pour reproduire ce qui a été fait pour François Hollande, par exemple. Là où les communautés étrangères qui n'ont pas cette tradition d'aller voter, donc sont partis massivement pour aller Justement, vous tendez une perche pour peut-être la question la plus importante, ou l'une des plus importantes de ce débat. Badi Srenissa, le vote des binationaux, justement, n'a jamais suscité autant d'intérêt, à tel point que le ministre de l'Intérieur, François Darmanin, a changé son fusil d'épaule. Lui qui a passé des mois durant, précédant les européennes, à chasser sur les terres du Rassemblement national, souvenez-vous, avec la stigmatisation, entre autres, des immigrés, des musulmans. Il parle désormais de paroles racistes libérées dans le pays. À quel point les voix aujourd'hui de ces binationaux peuvent-elles influencer l'issue de ce scrutin? Rapidement, s'il vous plaît, Badi Srenissa. Écoutez, j'ai envie de vous dire, effectivement, c'est le levier qui pourrait créer la différence, et voire même la surprise. Mais en même temps, il faut rester aussi lucide. Les binationaux, notamment, et je reprends peut-être un exemple très factuel du département de la Seine-Saint-Denis, en France. Oui. C'est le département qui subit le plus d'inégalités, plus d'injustices, qui connaît le plus fort taux de chômage, notamment, et qui, en même temps, connaît aussi le plus fort taux d'abstention, notamment lors des élections, toute nature confondue. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le défi demeure à savoir comment capter ces binationaux, comment capter ces quartiers populaires notamment. La France insoumise a pu peut-être jouer sur le spectre notamment du conflit, du génocide à Gaza. Soutien à Gaza, oui. Et susciter l'intérêt notamment. Est-ce que cela sera suffisant quand on veut justement élargir le prisme d'action, notamment pour capter une majorité beaucoup plus élargie en matière de binationaux, pas que forcément l'électorat musulman, mais aussi l'électorat binational, comme vous l'avez évoqué. Mais cela aussi se réfère, comme vous l'avez évoqué pour Darmanin, à tout simplement du braconnage électoral, puisque étant ministère de l'Intérieur, il n'a jamais aussi stigmatisé que lors de ce justement de ce prérogative les musulmans. Donc et d'ailleurs, à ce propos, même d'ailleurs, le Rassemblement national navigue notamment dans ses eaux pourpres à vouloir justement capter cet électorat, puisqu'il a fait un rétropédalage sur la binationalité versus les fonctions souveraines, rappelez-vous, puisque Marine Le Pen, de son propre aveu, a reconnu qu'elle est revenue sur cette décision, qui d'ailleurs, c'est une décision qui émane des racines justement notamment de Jean-Marie Le Pen, notamment, qui avait évoqué cette idée de quelques années en arrière. Donc oui, ce corps électoral est stratégique, ce corps électoral aujourd'hui est sensible aussi, est très à l'écoute, mais notamment avec une grosse majorité qui est démissionnaire malheureusement. Et c'est là où j'évoque tout à l'heure ce que j'ai cité au début, sur ce premier tour qui, je pense, donnera une tendance, notamment sur le deuxième tour, mais donnera aussi une dynamique sur est-ce que le sursaut citoyen et républicain s'est établi et a été au rendez-vous ou pas. Je reviens juste sur cette notion rapidement, Kherdine. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Gouvernement de cohabitation. Oui. Il me semble qu'on ne peut pas, encore une fois, permettez-moi de dire, comparer avec 1997, Chirac et Jospin. On parlait d'un gouvernement quand même qui était socialiste dans une dynamique, une politique ultra-socialiste. Oui. Aujourd'hui, on fait face à quelqu'un qui se voit déjà s'accorder les prérogatives même du président de la République, puisque Marine Le Pen, de son aveu il y a 2 jours, a évoqué
cette fonction de chef d'état-major, notamment chef suprême d'état-major des forces armées françaises de Macron, qui sera, d'après elle, symbolique puisqu'elle reviendra au Premier ministre. Donc moi, il me semble qu'aujourd'hui, il est pertinent de dire qu'on aura plutôt un gouvernement de confrontation, un gouvernement, et ça a été évoqué tout à l'heure, où on aura un pays ingouvernable, mais au-delà de cette ingouvernabilité de la France, moi, il me semble, ce qui est le pire dans ce scénario, c'est cette division, notamment en matière de cohésion nationale, qui sera effritée déjà l'été depuis quelque temps, mais on aura deux France qui vont s'opposer, deux nationalités ou deux citoyennetés françaises, à savoir la préférence nationale et la sous-citoyenneté qui sera incarnée notamment par les binationaux. Donc, des jours sombres, il me semble-t-il, attendent notamment les Français. Et nous le saurons davantage, notamment au premier tour, qui donnera certainement une dynamique. Très bien, Badi Srenissa. Sofiane Baloudi, un commentaire, vous voulez? Oui, alors déjà, pour la mobilisation des Français issus de l'immigration, si vous voulez, moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là, à travers plusieurs prismes différents. Déjà, premièrement, le thème de solidarité avec la Palestine, il faut le rappeler, qui est criminalisé en France. Oui. Parce que beaucoup de leaders politiques, non seulement des musulmans, mais aussi, je citerai par exemple le cas de Philippe Poutou, qui est ancien candidat à la présidentielle, sont poursuivis pour apologie du terrorisme, juste parce qu'ils se sont solidarisés. Il y a même des députés de la France insoumise. Exactement, beaucoup de députés de la France insoumise, pour ne pas citer juste des exemples de militants, de syndicalistes musulmans qui sont poursuivis. Et donc ce thème est très fédérateur. Il y a eu beaucoup de mobilisation en France. Panot, entre autres. Il y a aussi un autre thème qui a été très fédérateur pour rassembler, si vous voulez, pour mobiliser notamment les jeunes des quartiers populaires. C'est le thème de la violence le thème de la lutte contre les violences policières, qui sont considérées comme étant systémiques et à caractère raciste. Pour le cas de la France, il y a eu beaucoup de mobilisations, des grandes manifestations, une action assez soutenue d'une partie de la société civile qui a réussi quand même à mobiliser une partie importante. Il y a aussi, on a enregistré beaucoup plus de candidatures, si vous voulez, de Français d'origine maghrébine ou africaine. Notamment à l'étranger, représentant les Français à l'étranger, notamment. Pas seulement, y compris aussi, notamment dans la région Île-de-France ou alors dans les Bouches-du-Rhône, dans les alentours de Marseille, où, si vous voulez, les minorités racisées, comme elles se font appeler actuellement, sont très, très représentées. Et il y a aussi l'action, notamment, et je tiens à le rappeler, les appels très, très récurrents à la mobilisation, notamment du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui redouble d'efforts dans ce sens-là. Et les footballeurs qui ont une voix très, très audible et les artistes. D'ailleurs, il y a Ibrahima Konaté hier qui a... international français. Exactement, qui a appelé à faire barrage au Rassemblement national. Merci à vous, Sofiane Baloudi. Merci à Mohamed Benkhrouf également. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance internationale des compétences algériennes à l'étranger, analyste politique également. Merci à Badi Srenissa, expert en relations internationales, président de Club Émergence Paris, qui était en direct avec nous depuis Paris. Merci également à Karim Bouaziz, notre envoyé spécial à Paris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Mais rendez-vous dès demain. Restez fidèles à L24 News.